Et coucou vous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver lundi 6 novembre, il est 14 h, pour entamer un nouveau vlog qui m'est venu assez spontanément parce que j'étais en train de tourner une autre vidéo pour la chaîne, à savoir un genre de refonte de la bibliothèque, bookshelf tour, unhaul, quelque chose d'un peu conséquent dans lequel je fais du tri à la fois dans ma bibliothèque pile à lire, mais en même temps j'essaie de réorganiser le reste de mes étagères pour pouvoir faire plus de place parce que malheureusement j'avais pas anticipé certaines tendances de lecture qui font que certaines étagères sont beaucoup trop garnies par rapport à d'autres. Donc c'était pendant que j'étais en train de bosser là-dessus que je me suis dit mais en fait le tri dans ma pile à lire, qui est quand même très satisfaisant parce que j'ai enlevé plus de 60 livres, n'est pas encore assez abouti à mon goût parce que j'ai vraiment envie de faire place nette, place vide. Et c'est pour cette raison que j'ai allumé ma caméra dans l'optique de faire un vlog, histoire d'être dans une bonne dynamique de lecture et de pouvoir enlever hop 7 livres supplémentaires de cette pile à lire. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de partager ça ensemble parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. Et même si j'ai bien envie de vous parler de séries, de jeux vidéo et de tout un tas de trucs et de faire un petit update vie perso, comme je suis dans une bonne dynamique, je vais mettre de côté le livre audio que j'étais en train d'écouter pendant que je mangeais parce que je me suis lancée ce matin dans Steam Seller de E.S. Green que j'écoute sur Nextory et j'en suis actuellement à, bonne question, 31%, et je suis bien dans cette histoire de pirate désert conçue du point de vue de Prudence, qui est une jeune fille qui a toujours eu du mal à trouver sa place parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle les irréguliers, à savoir des gens qui ont des aptitudes un petit peu particulières. Elle en l'occurrence fait des rêves prémonitoires et même si elle a essayé de s'en cacher toute son enfance, elle a toujours mise à part de ses camarades jusqu'à ce qu'elle rentre au service d'un médecin qui va s'éprendre d'elle et de ses connaissances et de ses capacités en herbologie pour la prendre sous son aile, mais bien évidemment c'était trop beau pour durer. Elle va se retrouver embarquée à bord de l'Héliotrope, qui est un navire volant flottant au-dessus des nuages et manœuvré par un équipage de pirates, et c'est très sympa pour l'instant. Il y a ce côté steampunk, aventure, avec un univers de fantasy dans lequel il fait bon de se glisser, le tout avec cette ambiance camaraderie qu'on retrouve à bord des navires, avec cet équipage qui se serre les coudes, qui est très chamarré, très hétéroclite, et dans lequel Prudence doit petit à petit faire son trou, donc c'est très très chouette. Mais si je veux m'en tenir au thème de ce vlog, sachant qu'il n'est pas du tout en physique dans ma pile à lire, je vais m'atteler à choisir une nouvelle lecture, et je vous montre ça tout de suite. Avant de vous laisser avec le reste de ce vlog qui est bien replet, donc j'espère que vous êtes confortablement installés avec votre boisson préférée, c'est le moment pour moi de vous glisser quelques mots sur le sponsor de la vidéo du jour, qui n'est autre que, une fois n'est pas coutume, Ava May. Ava May, je pense que vous commencez à les connaître au moins aussi bien que moi parce que ça fait plus de 6 mois que je travaille en étroite collaboration avec ce créateur de parfums d'intérieur qui propose une gamme très variée de produits tels que des diffuseurs d'intérieur, des bougies, des parfums de voiture, des sprays de linge, des savons pour les mains et tout un tas d'autres produits. Bref, il y en a pour tous les goûts et en plus de ça, tous les produits sont fabriqués en Europe, sont vegan, cruelty free, les compositions sont ultra clean, les bougies sont à base de cire de soja naturelle, tout est toujours très élégant, les packaging sont soignés, donc ce sont des idées de cadeaux absolument géniales à se faire ou à offrir, pourquoi pas en cette période de Noël qui approche. Et histoire de vous donner quelques idées, je vais commencer par vous présenter un set de bougies que vous ne verrez nulle part ailleurs, aux fragrances totalement inédite, accrochez-vous, ça décoiffe. On ouvre le bal avec le set Prestige qui contient 2 bougies. L'une est parfumée au Cabernet Sauvignon et l'autre au Whisky Bourbon. Non, vous n'avez pas mal entendu, et oui, ce sont des bougies totalement uniques et inédites qui vont être très faciles à glisser sous le sapin parce que déjà, d'un point de vue purement esthétique, design, on est sur des lignes très élégantes et épurées et ces fragrances à nul autre pareil sauront ravir tous les âges, tous les sexes, tout le monde va adorer, c'est obligé. En ce qui concerne la Whisky Bourbon, elle a ce côté racé et tonique du whisky avec une note très sucrée parce qu'il y a des arômes de caramel, de bouleau et de tabac, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'association de ces 3 fragrances rend quelque chose de très discret, de très feutré avec une pointe de sucré. Je trouve ça très élégant. Quant à sa copine Cabernet Sauvignon, on est sur des notes beaucoup plus fruitées, plus rondes, plus fraîches, qui me rappellent très légèrement le côté humide et plein des tonneaux d'affûtage, ce qui est plutôt rassurant parce que ça veut dire que la thématique et l'esprit insufflé à la bougie est bien respecté. Et pour arriver à ce résultat, les créateurs ont mélangé des arômes de rhubarbe, de bois de cèdre et de vin rouge. Oui, définitivement beaucoup plus fruité, ça donne envie d'aller se balader dans les vignes.
Cela dit, si vous avez envie de vous diriger vers des fragrances un petit peu plus universelles, un petit peu plus classiques, mais qui se marient vraiment bien avec l'ambiance des fêtes, pourquoi ne pas vous tourner vers toute la gamme de produits de Noël. Vous avez la Nuremberg qui sent divinement bon avec du gingembre, des clous de girofle et de la cannelle, c'est une tuerie. Cela dit, à titre tout à fait personnel, j'ai un gros faible pour la Lübeck qui sent l'amande amère, le bois de santal et la noix de coco. En plus, niveau design, c'est adorable, j'adore, je suis totalement fan. Et sinon, vous pouvez également vous tourner vers la bougie Dresde, qui est un petit peu plus discrète, un petit peu moins doucereuse, qui sent quand même bon la vanille, la cardamome et l'amande. Avec tout ça, vous allez à la fois faire des heureux et des heureuses si vous les glissez sous le sapin, ou pouvoir recréer à la maison des ambiances chaleureuses, décontractantes, qui vont vous plonger dans l'esprit des fêtes, dans la magie de Noël. Et pour vous aider à vous faire plaisir et à craquer, parce que parfois les cordons de nos bourses sont un petit peu serrés en fin d'année, je vous propose le code promo OFFPRADA, qui va vous permettre de bénéficier de moins 50% de réduction sur l'ensemble de la boutique. Donc n'hésitez pas, tous les liens, tous les codes seront répertoriés en barre d'infos. Faites-vous plaisir, c'est le moment. Et maintenant, place à la lecture. Bon, pour le coup, vous n'en voyez qu'une infime partie parce que j'ai déjà présélectionné, j'ai une idée de ce que j'ai envie de lire. Enfin, en tout cas, en termes d'ambiance, j'ai envie de quelque chose d'assez court. Donc, je vais me diriger plutôt vers mon étagère service presse parce que, comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de monde, donc j'aimerais ne pas prendre trop de retard dans mes chroniques. Et j'ai très envie de me lancer soit dans le nouveau Baptiste Beaulieu, Où vont les larmes quand elles sèchent, ou alors me lancer dans un peu de poésie avec, toujours aux éditions de l'Iconoclaste, mais dans leur collection Iconopop, Chose dite de Nancy Houston, puisque là, de mémoire, ça parle d'amour passionné et tourmenté entre deux artistes, donc ça peut être très cool. Ou alors je change mon fusil d'épaule, j'abandonne l'étagère des services presse et je me lance, pourquoi pas, dans cette petite chose, du contemporain feel good à la sauce littérature japonaise. Je pense que ça peut être très cool aussi. Je suis bien tentée par les trois, mais histoire de me mettre dans une bonne dynamique et d'entamer sur les chapeaux de roue ce vlog, je vais partir sur Chose dite de Nancy Houston et je vais m'installer tout de suite pour le savourer. C'est parti. Je vous lise un petit extrait pour vous donner une idée de ce que je suis en train de lire. C'est parti. C'est une édition bilingue, chose que je n'avais pas forcément anticipée. Ça se trouve c'était noté à l'extérieur. Oui, édition bilingue. Voilà, j'avais juste squeezé. Mais c'est très cool de pouvoir comparer, d'aller et venir de l'un à l'autre pour voir comment se passe le travail de traduction, surtout en poésie. Je trouve ça très intéressant. Et je vous confirme que ça a bien l'air d'être une histoire d'amour qui, de base, promettait de ne pas être de tout repos, mais c'est le genre d'histoire où vous savez que ça peut potentiellement très mal se finir, vous percevez le potentiel de destruction infinie, et pourtant vous faites fi de tous les signaux d'alarme, vous vous jetez corps et âme dans cette romance, à vos risques et périls. J'aime beaucoup ce que je suis en train de lire, mais là j'avoue que Visite guidée m'a tout particulièrement plu parce que je trouve que c'est un peu véridique quand on fait de la place, quand on se présente à quelqu'un avec nos blessures, avec nos fêlures, avec notre passé, tout en lui assurant qu'elle a de la place dans notre vie. Et je vais donc vous lire ces quelques lignes qui commencent ainsi. Visite guidée. Ceci est mon corps. Prends, mange. Ceci est mon enfance. Ne la prends pas à la légère. Là fut autrefois la place de Dieu, siège où s'amasse de la poussière depuis longtemps. Par là, c'est ma musique. Par ici, la source sacrée d'où mes mots fusent avant de couler sur la page. En haut se tiennent mes proches. En bas, grouillent mes étudiants. Voici le caveau des morts que j'ai pleuré. Sur ces étagères sont soigneusement rangées les plus mémorables de mes histoires d'amour. Et voici maintenant l'espace que j'ai toujours gardé prêt pour toi. Oui, là sous tes yeux. Tu ne le vois pas ? Alors, comme à chaque fois dans les titres de la collection de l'Iconopop, vous allez très vite sentir si vous êtes sensible ou pas à l'univers, à la prose,
au rythme, au staccato qui est inauguré, instauré par l'autrice ou l'auteur. En général, c'est du kit ou double. Moi, il y en a certains qui me sont complètement tombés des mains, d'autres que j'ai portés au nu. Typiquement, mon préféré à cette heure reste celui qui avait été écrit par Clémentine Beauvais qui s'appelle Décomposé, qui prend pour point de départ le poème La Charogne de Baudelaire et qui s'interroge sur cette carcasse de femme abandonnée sur le bord de la route et qui décide de lui offrir un passé, une histoire, et c'était déchirant, c'était hyper bien écrit comme à chaque fois avec Clémentine Beauvais, j'avais adoré ce texte. Et à l'inverse, par exemple, Maison Tanière, d'une autrice qui se retrouvait dans une maison de vacances d'amis, je crois, et chaque jour, elle allait dans une pièce qu'elle photographiait et elle se passait un vinyle et pendant la durée de la chanson, elle devait écrire, composer un poème et c'était un processus créatif qu'elle s'était inventé. Et pour le coup, je pensais adorer et je suis complètement passée à travers. Donc une fois de plus, c'est très personnel, c'est très spécifique à chacun et à chacune. Pour l'instant, je peux pas affirmer que Chose Dite se hissera au rang de Décomposé, mais pour autant, je pense qu'on est sur une bonne moitié. C'est pas transcendant encore, il y a de belles fulgurances. Ça fait quand même s'entrechoquer des petites choses à l'intérieur de mon être et c'est déjà pas mal pour un recueil de poésie. Du coup, bah, j'y retourne, hein. À plus. Vous vous souvenez quand je vous disais que c'était hyper intéressant d'avoir l'édition bilingue pour comparer l'exercice de traduction? Bah là, j'ai typiquement l'exemple parfait pour un poème qui en français s'appelle Arc-en-ciel, alors qu'en anglais il s'appelle Patriotism. Donc c'est complètement différent parce que même si le thème est plutôt commun dans le sens où les deux protagonistes ont exploré toutes les couleurs de l'amour, toutes les couleurs, toutes les émotions, toutes les sensations ensemble. Et si en français ça se rapporte à l'arc-en-ciel et paf, on se finit sur on a quand même beaucoup exploré le noir, en anglais on est sur les couleurs du drapeau, ce qui explique le titre Patriotism. Et c'est très intéressant parce que la construction est radicalement différente. En anglais, on est sur The first month, we talked ourselves blue in the face. The second month, red in the face. The third month, white in the face. Then blackout. Donc le premier mois, du bleu. Le second mois, du rouge. Du second mois, du blanc. Et ensuite, le blackout, le noir complet. Alors qu'en français, on est sur « Chérie, tu m'en as vraiment fait voir de toutes les couleurs, sans parler du noir, si noir ». C'est hyper différent. L'un est un peu plus guerrier, parce qu'il y a ce côté patriotique, il y a le côté drapeau, il y a le côté les couleurs directement dans la face, alors que la traduction nous plonge pas exactement quand même dans le même champ lexical, ni dans la même atmosphère, ni dans cette dimension guerrière. C'est très intéressant. Et peut-être que si le travail de traduction vous passe complètement au-dessus du chignon, ces quelques plans ne vous intéresseront pas grandement. Mais je trouve que c'est assez rigolo que je me lance là-dessus aujourd'hui parce que cette nuit j'ai fait un rêve hyper bizarre dans lequel je retournais à la fac. Alors ce qui est plus ou moins bizarre parce que j'ai déjà repris mes études à plusieurs reprises. Très régulièrement j'ai cet appel, ce besoin de découvrir autre chose, de me former à de nouvelles compétences. Mais là où c'était rigolo, où se cache la subtilité, c'est que je me suis inscrite en fac pour devenir traductrice en coréen. Mais je ne parlais pas le coréen, comme actuellement, et que être traductrice ne m'intéresse pas, ou plutôt, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je m'en sentirais pas capable, j'aurais pas la patience, parce qu'il faut une minutie et une rigueur et une attention toute particulière, non seulement à la langue, mais aussi à la culture, aux idiomes, enfin bon bref, pour moi c'est pas juste une connaissance linguistique, il y a énormément d'autres connaissances qui se cristallisent et qui viennent se condenser dans ce travail bien précis. Et là, de me retrouver sur les bancs de la fac pour devenir traductrice de coréen alors que je parlais pas un mot de coréen et que depuis que je suis maman, j'ai un cerveau qui a la capacité de mémoire vive et de concentration d'une éponge laissée en plein soleil à se fissurer, vous voyez, hyper poreuse, et ben je me retrouvais à la fois pleine de bonne volonté avec cette envie de tout donner et ce cerveau qui ne voulait rien apprendre et cette peur panique de me dire mais qu'est-ce que je suis venue faire dans cette galère. Donc ce rêve rentre mine de rien en écho avec cette lecture et c'est peut-être pas pour rien finalement que je l'ai sorti aujourd'hui
parmi tous les autres jours de ma bibliothèque. Comme quoi, les choix de lecture inconscients, ça dit toujours quelque chose. C'est toujours révélateur, plus ou moins, d'une humeur, d'une ambiance, d'un état d'esprit. Donc fureter dans notre pile à lire, c'est presque une thérapie en temps réel. Bon, j'arrête de dire des âneries et je retourne à ma lecture. Messieurs, dames, ça y est, j'ai enfin terminé cette petite chose. Et histoire de résumer mon avis global sur ce livre, j'ai bien envie de vous lire le tout dernier poème qui s'appelle Secret. Que feras-tu de tout ce que je t'ai confessé? Ma douleur ancienne, mes fissures, les intimes détails de l'anatomie de mon âme. Vas-tu les éradiquer de ta mémoire, les banaliser à ta guise, les dilapider en bavardage frivole, les exhiber sous licence poétique? Oh, je t'en prie. Prends bien soin de mes secrets. Je trouve que ces quelques mots sont assez vrais et révélateurs de ce qu'on peut penser post-rupture quand on réfléchit à quel point on s'est ouvert à une personne, à quel point cette personne nous a bien connus et rentré dans notre intimité et du jour au lendemain devient extérieur à nous, à notre quotidien, à notre être. Et que faire de tous ces souvenirs, de toute cette connaissance intime d'une personne engrangée? Est-ce qu'on les met juste dans une boîte, on les enferme à double tour, on jette la clé et on n'y repense plus jamais? Ou est-ce qu'on en fait un feu de camp et on danse avec joie autour avec des amis et on ruine tout le souvenir de cette relation? Je trouve que c'est intéressant comme réflexion. Alors, clairement, c'est assez inégal, il y a beaucoup de poèmes qui m'ont laissé de marbre, mais certains ont été très beaux, donc je ne pense pas spécialement le conserver dans ma bibliothèque, mais une fois encore, ça reste un exercice qui me plaît. J'aime cette collection, j'aime me frotter à des plumes que je connais pas, à des intériorités d'artistes que je découvre à travers ces quelques lignes, et c'était quand même une belle expérience. Mais il est temps maintenant de se plonger dans quelque chose d'un petit peu plus consistant. Pour rappel, en termes de choses un peu plus épaisses, j'ai choisi 2 romans tout à l'heure, Un jeudi saveur chocolat ou Le dernier Baptiste Beaulieu. Et je sais pas du tout vers lequel m'orienter. De quoi est-ce que j'ai envie? Plutôt d'une histoire de médecin au bord du gouffre, ou alors un récit choral de gens qui viennent se ressourcer dans un café autour d'une boisson chaude. 2 salles, 2 ambiances, et je suis en train de me dire que si je fais réchauffer de l'infusion qui traîne dans ma théière, que je me fais brûler ma petite bougie avec, vous savez, la mèche qui crépite, et le tout avec un cookie confectionné par mon amie Sandy qui s'est lancée à son compte. Je vous en ai parlé plusieurs fois, elle est la gérante de l'entreprise Tronche de Cake qui fait des gâteaux délicieux autour de hier. Donc si jamais vous êtes dans le Var et que ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos parce que tous ces gâteaux, tous ces cookies sont une tuerie. Et il m'en reste 2. Donc je me dis qu'un petit cookie, une bougie qui sent bon l'automne avec une infusion, ça peut quand même très bien se prêter à l'ambiance d'un jeudi saveur chocolat, même si on est lundi, c'est pas grave, qui va m'arrêter? Donc je pense qu'on va se lancer dans un peu de littérature japonaise réconfortante, avec une petite douceur, c'est plutôt pas mal. Allons-y. Anytime
mardi 7 novembre, il est 10h22. J'ai pris beaucoup de retard parce que ce matin Mia a plus dormi que d'habitude et comme elle sort d'une énième otite, qu'elle est encore sous antibio, qu'elle galère à faire des siestes, tout ça, je me suis dit que c'était pas le moment de la déranger pour une fois qu'elle dormait. Donc je l'ai déposée hyper tard à la crèche, je suis rentrée assez tardivement aussi et là je suis en train de finir de préparer mon petit déj. Donc je me suis découpé un kiwi, j'ai fait un bowl cake banane, flocon d'avoine, pépites de chocolat, donc j'attends juste que ça refroidisse pour pouvoir le démouler dans l'assiette et je vais en profiter pour bouquiner parce que bien entendu j'ai laissé mon livre juste derrière. Vous me permettez, j'arrive tout de suite. Je disais donc que l'objectif ça va être de terminer ce roman pendant mon petit déj. J'en suis actuellement à la page 139, ça se dévore à une vitesse abyssale parce que c'est très aéré, les marges sont immenses, idem pour l'interligne, et la typo est assez large, donc autant vous dire que ça va être vite plié. Mais pour l'instant, je suis pas convaincue outre mesure parce que, comment vous dire, d'un point de vue purement narratif, la construction est assez simple. On va suivre des points de vue alternés entre 12 personnages qui sont tous liés, qui ont tous gravité plus ou moins autour du café Marble. En gros, vous allez avoir une histoire et la suivante va avoir pour fil conducteur une personne que vous aurez aperçue de plus ou moins loin dans la précédente. Donc c'est pas forcément inintéressant, mais je trouve que ça brasse un tas de lieux communs, que ce soit la maternité, les rapports entre maman d'élèves, la filiation, le couple, les questions qu'on se pose dans la vie, la quête identitaire. En soi, c'est assez universel, mais je trouve que l'équilibre est assez délicat dans la littérature japonaise entre le récit du subtil, de l'intime, de l'infiniment perceptible et celui beaucoup moins sympathique du vide, du néant. Et là, j'avoue que selon les histoires, on oscille un peu entre les deux, mais je trouve que c'est très convenu globalement. Ça me fait majoritairement lever les yeux au ciel parce que ce qui se veut profond et très philosophique est en fait à la portée de tous. Donc pour l'instant c'est pas une franche réussite et à moins d'une révélation incroyable ou d'une intériorité particulièrement émouvante, il ne restera pas dans ma bibliothèque à la fin de la lecture. Mais pour autant je ne le déteste pas au point de vouloir l'abandonner. Contrairement, je vous en ai pas parlé, à l'une de mes dernières lectures, mon dieu j'étais déçue. Il y a quoi, quelques jours, j'ai ouvert L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest parce que je me suis dit vas-y c'est le bon moment, j'ai envie d'un récit qui commence hyper fort et c'était quand même la promesse annoncée puisque en gros dans cette histoire on suit le quotidien d'un couple qui de prime abord a tout pour être heureux. Lui est éditeur, elle bosse dans le domaine de l'art, ça fait des années qu'ils sont en couple, ils ont l'air de bien fonctionner ensemble, sauf que, et c'est indiqué dans la 4e de couverture donc c'est pas un spoil, c'est plutôt l'élément déclencheur, lui va assassiner sa femme un beau matin et j'étais partante pour cette histoire de féminicide qui me promettait des vibes un peu à la chanson douce dans un milieu un peu bourgeois où tout semble couler naturellement et paf il se passe un drame et on essaie de remonter un petit peu le temps pour comprendre ce qui a poussé, quelles ont été les motivations, les indices précurseurs derrière cet acte immonde. Sauf que toute la narration est prise en charge par le point de vue masculin qui est insupportable. C'est auto-centré, c'est larmoyant. Voyez les récits de quinquas blancs hétéros issus de la bourgeoisie qui sont ouin, qui se regardent le nombril et qui sont insupportables, on est en plein dedans. Alors je sais que c'est écrit par une femme et que l'idée c'est de le rendre détestable parce qu'il va assassiner sa femme et qu'on peut quand même difficilement s'attacher à ce personnage. Mais moi je m'attendais à quelque chose d'un peu moins manichéen parce que ce qui aurait été intéressant c'est de tricoter un personnage plus subtil, plus nuancé, ce qui aurait rendu le récit plus intéressant à suivre parce que précisément ça aurait joué sur les contours de quelqu'un qui en apparence est très normal et qui paf va glisser vers un acte dans lequel on se projette pas du tout. Et pour l'instant j'ai juste envie de lui mettre des claques et l'apogée des premières pages c'est qu'il est sur un projet secret, j'imagine qu'il essaie d'écrire mais ça marche pas et tout ce qu'on va me raconter c'est ces petites frustrations du quotidien. Il est constipé, ah oui ils vont avoir telle expo mais il se souvient plus du nom et pourtant il y a une affiche de cet artiste dans ses toilettes, j'en ai rien à cirer mais vraiment il m'a tout de suite inspiré la plus grande antipathie, c'était viscéral, c'est épidermique, je ne pouvais pas imaginer de passer 300 pages à côté de lui, donc je l'ai abandonné aussitôt et j'en ai parlé sur Instagram et j'ai reçu une flopée de messages qui allaient un peu dans ce sens-là, donc
J'avais clairement pas envie de m'infliger ça jusqu'au bout, je l'ai abandonné sans vergogne et il fait partie de l'immense pile, je pense que vous la voyez pas, non là vous avez plutôt vu sur mon linge en train de sécher, ce qui est pas passionnant, mais en gros sur ma table basse j'ai actuellement plus de 60 bouquins que je dois mettre en carton pour les faire partir chez Gibert ou en boîte à livres. Parce que je me sépare de plein de titres. Il y a une bascule qui s'est opérée cette année, mais qui est vraiment en train d'atteindre son apogée en ce moment, dans mon rapport à la lecture, dans ma façon de consommer les livres, parce que j'en ai marre d'avoir une pile à lire qui ne fait que grandir, j'en ai marre aussi d'être soumise et influencée par la course à la consommation effrénée d'objets culturels. Il faut toujours acheter plus de livres, il y a toujours plus d'éditions ultra collector avec des objets livres qui coûtent 25 à 30 balles alors qu'on a la même version brochée depuis des lustres. Il y a cette espèce d'incitation frénétique à la consommation et à percevoir le livre comme un objet comme les autres et ça me chagrine un petit peu et j'ai plus envie de m'encombrer et de dépenser des sommes folles et de pas les lire au fur et à mesure. Donc j'ai décidé de faire un grand tri dans ma pile à lire et de me concentrer vraiment sur des achats ponctuels que je dévorerai aussitôt qu'ils auront rejoint ma pile à lire et surtout de me tourner davantage encore plus vers le seconde main parce que l'occasion, ça fait des années que je le pratique mais là je veux y aller à fond et de me tourner davantage vers les livres audio et les bibliothèques histoire de lire d'abord et si vraiment j'ai adoré, acheter l'objet livre ensuite. Vous voyez, être un petit peu plus dans un rapport plus raisonné, un peu plus à froid et aussi moins dépensier par rapport au livre. Donc je sais pas dans quelle mesure je vais réussir à m'y tenir, mais c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre actuellement. C'est aussi un petit peu ce qui sous-tend la création de ce vlog, donc voilà, c'était mes petites réflexions comme ça matinales. Et je pense que là, mon bowl cake a suffisamment refroidi, donc je vais m'en retourner à ma lecture en dévorant mon petit déj, et je vous retrouve dès que j'ai du nouveau. Des bisous sous ce soleil éblouissant. Sometimes it could be so complicated. No need to be so hard on yourself. When you're ready, free your mind, girl, we're just doing our best. Est-ce que vous vous rappelez d'hier, de ma réflexion sur le choix inconscient des lectures et tout ce petit laïus sur la traduction? Bah écoutez, je suis ravie de vous annoncer que le chapitre 10, qui s'intitule « Si je ne t'avais pas rencontré », s'intéresse au personnage d'une traductrice. Et l'entrée en matière dans son intériorité, c'est une réflexion qu'elle a au moment où elle doit traduire un album jeunesse anglais vers le japonais, sa langue natale, et c'est très intéressant parce que je me permets de vous lire un petit extrait. Au moment même où j'écrivais Mewo Shirokuro Saseru, vous me pardonnerez, je ne parle pas japonais, j'ai eu un déclic. Je traduisais en japonais un album jeunesse anglais commandé par mon éditeur. Le héros était un occidental aux yeux bleus. Je voulais exprimer l'étonnement, mais dire Mewo Shirokuro Saseru d'une personne aux yeux bleus, littéralement rendre ses yeux noirs et blancs pour signifier qu'on roule des yeux de surprise, c'était absurde. L'expression Menokuro-yuchi, tant que je suis en vie, mais signifiant stricto sensu, tant que mes yeux sont noirs, était elle aussi inutilisable. Je me suis arrêtée dans ma traduction et j'ai ri. J'en toucherai un mot à Grace, elle qui s'intéressait à la langue japonaise. À 36 ans, je m'étonnais toujours que les humains, ces animaux à la silhouette identique mais aux couleurs de peau et tailles diverses, utilisent des langues différentes alors qu'ils vivent sur une même planète. Les choses auraient été plus simples si nous avions pu nous comprendre, mais moi, j'étais reconnaissante à Dieu d'avoir légèrement complexifié la communication humaine, car m'avait été accordé le plaisir de la traduction. Les mots anglais pénétraient en moi, ils se transposaient en japonais dans mon esprit avant de retourner dans le monde extérieur. Et vraiment, ces différences culturelles qui transpirent, qui traversent, qui construisent notre syntaxe, notre vocabulaire, notre façon de réfléchir, le phrasé, c'est passionnant parce que pour moi, apprendre une langue étrangère, c'est pas seulement être capable de communiquer avec quelqu'un d'autre, c'est développer une nouvelle façon de percevoir le monde parce que typiquement, les constructions syntaxiques, et c'est ce que montre clairement cet extrait, disent beaucoup plus qu'un ensemble de sons, c'est une façon de percevoir le monde, de faire des associations d'idées qui sont très différentes d'une culture à une autre et c'est captivant.
Voilà, donc je ne dis pas que je suis réconciliée à jamais avec ce livre, mais je trouve ça rigolo, encore une fois, que mon rêve, la lecture d'hier et celle-là se répondent de façon aussi ad hoc, aussi subtile. C'est rigolo, donc j'y retourne, mais je voulais partager cette pensée avec vous. À plus tard. Je vous récupère, il est 11h30. Waouh! Et je viens de voir passer un nuage d'oiseaux migrateurs, c'était trop beau, en direct devant ma baie vitrée. Bref, dommage que j'ai pas eu la caméra dans l'autre sens, c'était vraiment impressionnant et hyper rapide. Bref, j'ai terminé un jeudi saveur chocolat et finalement il va rester dans ma bibliothèque parce que certes c'était pas transcendant, mais malgré tout, plus on voit les fils se tendre entre les différents personnages, et plus c'est sympa. Il y a quand même quelques histoires qui sont assez émouvantes. Je pense à celle de Ralph, je pense à celle de Mako, je pense à... Bref, il y a plein de jolis fils. Et ce qui est assez drôle, c'est que du coup ça m'a pas mal rappelé. Pourtant c'est pas du tout le même genre, c'est pas la même intensité, c'est pas le même projet derrière. Mais mine de rien, dans l'esprit, ça m'a rappelé le À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton qui était sorti aux éditions Gallimard Jeunesse il y a quelques années de ça, que j'avais dévoré complètement par hasard un soir dans mon bain. J'avais pas le moral, j'avais pris ça dans ma pile à lire parce que je l'avais reçu en service presse et que je me disais il y a un moment va falloir que je m'y colle, et j'avais été incapable de le lâcher. J'étais dans l'eau glacée alors qu'on était en plein hiver et j'ai fini par filer dans mon lit jusqu'à 3h du matin à le lire sous la couette et je pleurais des gros... Bref, si vous avez l'occasion de lire À quoi rêvent les étoiles, je vous le conseille. C'est pas du tout le même registre, mais l'idée qu'on est relié de plus ou moins loin à beaucoup plus d'individus qu'on ne le croit, c'est ce qui avait suscité l'écriture du roman de Manon Fargeton, puisqu'elle était partie du principe de la loi selon laquelle on n'est qu'à 5 relations de distance de n'importe quelle personne dans le monde. En gros, vous êtes à 5 personnes de connaître Barack Obama, parce que j'en sais rien, le facteur que vous avez croisé, son oncle connaît un fils d'ami qui est, j'en sais rien, avocat d'affaires, paf, qui connaît, vous voyez le principe. On n'est qu'à 5 individus de tous se connaître, et dans l'idée, ça m'a un petit peu rappelé cette ambiance-là, cette atmosphère, mais de manière plus concentrée, ramassée géographiquement, parce que forcément tout se cristallise autour du café dans un quartier particulier de Tokyo. Mais malgré tout, c'était pas si mal. Donc finalement, je suis globalement satisfaite de ma lecture, et j'en profite d'avoir allumé ma caméra pour choisir avec vous ma prochaine lecture. On va se rapprocher de ma bibliothèque, mais je vais pas l'attaquer tout de suite parce que je vais relancer Steam Sailor en audio, parce que j'ai un peu de ménage, un peu de rangement à faire, notamment dans la chambre de Mia. Je voudrais changer les draps, tout ça, désinfecter les surfaces, enfin, bref, faire ce genre de petites choses. Et puis j'ai surtout une vidéo à tourner pour samedi. Vous l'aurez déjà eu logiquement, puisque si je reste sur mon idée, j'aimerais faire un tag de lecture. Alors même si je sais que c'est des vidéos qui sont pas forcément hyper regardées, que c'est plus du tout à la mode, mais j'ai eu envie, dans la mesure où Matthew Perry, qui joue Chandler Bing dans Friends, est décédé, de lier ma passion pour les livres et pour Friends, qui est une série qui m'a énormément apporté dans une certaine période de ma vie, qui continue à être un peu l'indicateur de ma santé mentale. Donc c'est vraiment un show télévisé, des personnages, une ambiance qui me définissent, qui font partie des fondations de l'individu que je suis devenue. Donc ça me tenait à cœur quand même de marquer le coup sur la chaîne. Donc je vais m'atteler à faire tout ça, mais histoire qu'on sache vers quoi on se dirige, je vous propose qu'on choisisse ensemble la prochaine lecture. C'est parti! Ça va devenir une habitude de se retrouver dans ce coin-là, mais en même temps c'est là que sont centralisés tous mes livres non lus, donc ça fait plutôt sens. Mais j'ai aucune idée de ce vers quoi j'ai envie de tendre, parce que, si vous voulez rire 2 secondes, en ce moment j'ai attaqué sur ma liseuse le soir un livre, mais qui est celui-ci. Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, publié aux éditions de Saxus, qui est le préquel du Prieuré de l'Oranger, et qui est un immense bébé. Pour vous dire, je crois que j'en suis à 4 soirs de lecture. Alors bon, faut dire que je m'endors assez rapidement dessus, mais j'en suis donc à 4 soirs de lecture et j'ai peut-être pas dépassé les 6%. En même temps, 6% de ça, c'est déjà un exploit. Donc là, pour le 7 jours, 7 livres, vous pensez bien qu'il est juste hors concours, hors catégorie, sinon on y est jusqu'à la fin des temps. Mais cela dit, je sais pas du tout ce qui me tenterait. Est-ce que j'ai envie d'un livre en anglais? Peut-être,
mais sachant que ça me demande quand même plus de temps et d'énergie qu'un VF, je sais pas si dans le cadre du challenge 7 jours 7 livres, c'est une bonne idée. Encore que The Lonely Book, je l'ai mis en avant parce que c'est très court, c'est du vers libre, donc ça peut être très rapidement lu, c'est très aéré, vous allez voir, c'est de la poésie jeunesse, donc potentiellement ça pourrait faire la blague, et je sais qu'on suit le destin d'une petite fille qui adore donner un coup de main à sa mère qui est libraire dans la boutique familiale, sauf que les deux se font un peu de soucis pour la grande sœur qui semble traverser des trucs pas forcément faciles, et je crois que c'est un récit queer qui se passe dans une librairie, donc ça peut être très très cool, mais je sais pas si c'est ce dont j'ai envie là tout de suite maintenant, donc je le garde dans un coin de ma tête, mais bon, on va passer les autres options en revue. Je ne suis pas très sûre d'avoir envie de science-fiction. Peut-être du fantastique, pourquoi pas. Lui aussi, le Julia Glass, il me fait vraiment envie, d'autant qu'il y a eu quand même des résonances dans la lecture que je viens tout juste de terminer. Ça m'a rappelé ce livre dans ma pile à lire et je me suis dit, hey, ça pourrait carrément me tenter en ce moment, sauf que là, tout de suite, peut-être pas. Mais en tout cas pour une prochaine lecture. J'aurais peut-être bien encore envie de littérature japonaise avec 2 pistes en particulier. Une qui me paraît encore une fois un petit peu audacieuse, mais qui peut être tout à fait d'actualité puisque c'est le roman qui a inspiré Miyazaki pour Le Garçon et le Héron qui vient de sortir au cinéma là cette semaine et que j'espère aller voir très rapidement, mais comme il s'en est énormément éloigné, je sais pas si c'est indispensable de l'avoir vu absolument, donc peut-être, mais ça reste quand même assez gros. Lui, il me tente beaucoup. C'est un jeune homme qui va devenir accordeur de piano, je crois. Et c'est du tranche de vie comme je les aime. Oh, avec encore l'antivol à l'intérieur, on peut peut-être l'enlever. Oh, mais il y a aussi l'un de mes derniers achats qui peut carrément me tenter, à savoir Comment aimer sa fille de Hila Bloom. Je crois que ça se passe à Jérusalem. Et c'est le portrait d'une mère et de sa fille qui étaient très proches jusqu'au jour où la jeune femme est partie, s'est expatriée sans explication, sans plus de donner de nouvelles à sa mère. Donc j'ai un peu envie de voir ce que ça donne. Il est hyper mal noté sur Livre Addict. En même temps, il n'y a qu'une seule personne qui a donné son avis, donc je sais pas dans quelle mesure il faut que je m'y fie, mais pourquoi pas. Et si je suis une fille sage et disciplinée, je pourrais plutôt me tourner vers mes services presse, histoire de ne pas prendre trop de retard. D'autant que la plupart me tentent vraiment beaucoup, et peut-être que ça pourrait être enfin l'occasion de lire, au hasard, Mémoire de la forêt, le tome 2, qui est dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, qui d'ailleurs n'est pas du tout respecté. À l'heure actuelle, je peux vous dire que ça ne ressemble pas du tout à ce qui était prévu. Mais alors, pas le moins du monde. J'aimerais bien aussi pouvoir lire du graphique, donc le tome 2 de Distress pourrait être pas mal. Et sinon, comme ça fait un petit moment que j'ai pas lu de young adult et que ça me tente très bien, je peux aussi me lancer là-dedans. Ou alors, vous allez vous dire, mais c'est sans fin, décide-toi. Je peux décider de faire perdurer l'ambiance Halloween, d'autant que je m'y suis pas du tout plongée cette année puisque Mia était malade et que j'étais toute seule. Avec Effroi à la fête foraine, de la saga frissonnante de Catherine Ardenne. Ça commence à faire beaucoup de possibilités. Je pense que je vais faire un sondage Instagram pour vous demander de choisir. Et puis ça me permettra de faire mes petites affaires en écoutant Steam Sailor et de revenir plus tard sur le choix que vous aurez fait à ma place. Ouais, clairement, je suis assez emballée par l'idée, donc je vais sélectionner 3 titres. Allez, à vous soumettre sur Insta. J'hésite entre ces 4-là. Ouais, donc je vais faire un sondage sur les 4. On verra ce que ça donne. Allez, let's go. It's an awful house, and I wanted to get you out. I'm working on a plan right now to come through. I've waited for a lifetime for you to calm down. Oh, nothing feels the same without you now. I've waited for a lifetime for you to calm down, 'cause nothing feels the same without you now. What's the point in dreaming if I lose my voice? The
Bon, il est 14h30, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, sauf la vidéo, ce qui est un peu dommage parce que ça faisait quand même partie des gros morceaux, mais en gros j'ai préparé les questions, voilà, j'ai tout mis en place, mais filmer, je le sentais pas. Et je me suis fixée pour règle de ne pas filmer quand l'enthousiasme n'est pas là, donc clairement, je passe à autre chose et j'essaierai de filmer jeudi. Et en attendant, j'ai regardé sur Instagram les résultats du sondage et c'est unanime. À la base, ça se jouait au coude à coude entre deux titres et puis alors très rapidement, il y en a un qui s'est détaché mais beaucoup plus que les autres, c'est-à-dire que sur 1300 réponses, j'en ai plus de 500 qui me demandent de lire le tome 2 des Mémoires de la Forêt de Michael Brun-Arnaud. Même si moi j'avoue que j'avais bien envie là tout de suite de me lancer dans Effroi à la fête foraine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même suivre vos directives, sinon ça sert à rien de publier des sondages. Je vais me lancer dans celui-ci et peut-être que d'ici ce soir je pourrai attaquer celui-là, histoire de profiter du jour qui décline pour me coller dans l'ambiance bien comme il faut. Et dans la mesure où j'ai pas du tout prévu de sortir cet après-midi mais qui fait un temps splendide, je vais m'installer sur mon balcon dans un gros pouf en faisant chauffer une tasse d'infusion. Je pense qu'on va être bien là. Let's go! Je vous retrouve à 16h46 très exactement et je n'ai pas encore tout à fait terminé Mémoires de la Forêt. J'en suis à peu près là, à savoir à la page 221. Et je pense que ce sera le dernier clip de la journée parce que j'ai toute la petite famille qui ne va pas tarder à rentrer, donc après j'aurai clairement pas le temps ni l'envie de rallumer ma caméra parce que malgré le fait que ça va faire 10 ans que je suis mariée au mois de mars et que ça fait quand même quelques années que je suis sur YouTube, je n'arrive toujours pas, j'ai jamais réussi à franchir le cap de parler devant la caméra avec mon mari dans la même pièce, dans le même appartement. À chaque fois, il faut qu'il soit ailleurs, au travail, chez le coiffeur, en train de faire des courses, ce que vous voulez, mais s'il est dans l'appartement, c'est foutu. Donc c'est pour ça qu'il y avait des périodes à Paris où il n'y avait jamais de vidéo parce que c'était compliqué de trouver du temps entre le boulot, la vie active et le fait que quand on se retrouvait tous les deux, j'allumais pas ma caméra et que j'allais pas lui dire « Chérie, va faire un tour, j'ai à faire ». Donc c'était compliqué, c'est pour ça que maintenant que j'ai plus de temps libre dans la journée toute seule, que j'ai davantage d'opportunités d'allumer la caméra et de créer du contenu. Donc ça c'est cool, mais je divague complètement. Je vous parlais de Mémoires de la Forêt, le tome 2, dans lequel on suit une histoire totalement différente et indépendante du premier opus. Donc en vérité, si vous voulez commencer la saga par celui-ci, à part quelques petits éléments que vous retrouvez dans les tout premiers chapitres, parce que on représente des personnages qu'on a suivis au tout début, à savoir Ferdinand Taupe et Archibald Renard, qui sont respectivement clients et libraires de la librairie de Belle Écorce, qui ont vécu ensemble une très grande et émouvante aventure dans le premier volume. Mais là, on se concentre plus sur l'héritage familial et les secrets savamment enfouis de Archibald et de sa famille, et plus particulièrement de son grand-père Cornelius Renard, qui a eu une enfance assez atypique et dont les secrets vont être obligatoirement révélé, puisqu'un beau matin, Archibald va être délogé de la librairie dont il se pensait propriétaire par Célestin Loup, qui se revendique papier et justificatif à l'appui comme étant le réel propriétaire des lieux. Et de cela va découler toute une quête en famille, j'aime beaucoup. Peut-être un poil moins que le premier, non pas que la qualité soit moins importante, mais parce que le curseur des émotions n'est pas placé au même endroit et n'appuie pas sur les mêmes leviers. Donc je suis un petit peu moins
moins sensible aux thématiques qui sont abordées là, sans pour autant que ce soit déplaisant à suivre, au contraire. Et gros point fort, entre autres, pour les jeux de mots et de langage que Michael s'autorise davantage, je trouve, dans ce deuxième tome, avec des titres de romans, de pièces. Je pense notamment à Raraland, à Roméo, Péra, enfin bon bref, il y a tout un tas de jeux de mots qui sont hyper bien trouvés, mais ça ne s'arrête pas là. Je continue à applaudir et à acclamer le travail de Sanoé parce que quand je lis une description, une atmosphère, une pièce, un nouvel endroit, et que je tourne la page et que je tombe sur un cabochon ou une illustration pleine page, c'est tout à fait ce que je visualisais, donc je trouve qu'elle a fait un super travail. Et puis cette histoire entre Bartholomé, ce petit renard un peu chétif qui se languit de ses parents explorateurs parce qu'il a une santé fragile, et Archibald qui est un petit peu malmené parce qu'il se retrouve loin de sa zone de confort et dans une situation pas du tout agréable pour lui, donc c'est plaisant de les suivre. Et alors là, en même temps, vu la couverture, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais j'ai bien fait d'attendre la période pour m'y plonger parce que ça crie l'automne. Et si vous avez faim, je vous conseille de garder une part de gâteau, un cookie, un petit bonbon, une douceur sous la main parce que vous allez avoir l'eau à la bouche à plus d'une reprise au fil de votre lecture. Je m'en retourne donc à ma lecture pour les quelques instants qu'il me reste et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Hey, je vous retrouve ce matin, mercredi 8 novembre, il est 10h50 et vous me pardonnerez pour le bordel que vous apercevez derrière parce qu'entre les sprays pour la gorge, les bouteilles de sirop, les mouchoirs, vous comprendrez que les microbes sont toujours parmi nous, mais cette fois c'est mon mari qui est à terre. Vraiment, il y a un roulement depuis plusieurs mois, c'est infernal, on n'arrive pas à s'en sortir, que ce soit lui, Mia ou moi, voire les 2 ou 3 personnes à terre en même temps. C'est les Hunger Games microbiens à la maison, c'est une épreuve. Et en plus de ça, vous avez des tonnes de piles de livres que je dois mettre en carton suite au tri. Et vous avez derrière encore, mais là je crois que pour le coup vous les voyez pas, les cartons que je dois expédier chez Mondial Relais aujourd'hui, puisque c'est une vente gibert assez conséquente d'un ancien tri qui traînait depuis des lustres en pile cachés entre le radiateur et la bibliothèque qui sont des endroits inaccessibles. Mais là il fallait faire quelque chose, donc il faut que je m'en occupe aujourd'hui. Mais dans la mesure où j'aimerais filmer un reel que je vous promets depuis des lustres, à savoir ce que je fais de mes livres une fois que j'ai effectué du tri. Il faut simplement que je prenne le temps de m'en occuper avant de me débarrasser des cartons. Et j'ai la flemme d'avance. Par contre, domaine où j'ai pas la flemme, c'est la lecture, parce que depuis que j'ai arrêté la caméra hier, j'ai pas mal avancé, donc il faut que je vous fasse un petit update. On va commencer bien sûr par la fin de Mémoire de la forêt, que j'ai terminé hier en me mettant au lit parce qu'il me restait une quinzaine de pages. Et ensuite, j'ai pu switcher sur la saison 2 de Buffy contre les vampires, puisque je me fais un rewatch complet de toute la série, donc c'était vraiment 2 salles, 2 ambiances. Et globalement, je reste sur un avis très positif. J'avoue que je me suis complètement laissée surprendre par la fin. J'étais pas du tout partie sur cette piste-là, mais je trouve ça très chouette d'avoir abordé cette thématique dans un livre destiné plutôt à de la jeunesse. Le chapeau bas à Michael. Je peux bien entendu rien vous dire de plus, donc ça reste très superficiel, parce que c'est vraiment une révélation qui arrive dans le dernier tiers du roman. Donc ce serait dommage de vous la dévoiler, mais une fois encore, si vous cherchez une série pour les jeunes lecteurs à partir de 9 ans qui est très bien faite et qui ne les prend clairement pas par la main, parce qu'à chaque fois c'est des thématiques très intenses qui sont mises en scène, mais enrobées avec beaucoup de douceur, de tendresse, de chaleur. Donc c'est pas du tout traumatisant sans prendre les jeunes lecteurs pour des crétins incapables de gérer des moments un peu compliqués. Donc une série, une fois de plus, que je suis très contente d'avoir découverte et d'avoir dans mes bibliothèques. Et parce que j'étais très frustrée que le sondage ne la choisisse pas, eh bien j'ai profité d'être réveillée à 6h par ma fille qui réclamait sa tétine et ensuite par mon mari qui, ayant le nez bien pris, ronflait comme un sonneur de cloche dans mon oreille. Par renoncer au sommeil qui me fuyait, je me suis levée, j'ai allumé une petite loupiote dans la cuisine et j'ai attaqué Effroi la fête foraine de Catherine Ardenne, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Et j'en suis quoi à 6 chapitres, j'ai lu 80 pages. En même temps c'est écrit très très gros. Oh, oh, oh. Et en plus il y a le marque-page qui fait partie du faire-part de naissance qu'on avait fait pour Mia, donc je l'aime très très fort. Et bref... Ça n'a rien à voir avec le contenu du livre, au contraire, puisque si vous ne connaissez pas, c'est le 4e et dernier opus d'une série écrite par Catherine Ardenne, qui est un peu un chair de poule à la sauce 2020 avec un opposant assez effrayant qui revient au fil des tomes. Et le noyau principal, c'est qu'on va suivre Holly et une petite fille qui a perdu sa maman
et ses amis Brian et Coco dans des aventures qui évoluent au fil des saisons. À chaque fois, ce sont des cadres hyper différents. Dans le premier, c'était une ferme hantée. Dans le deuxième, c'était un huis clos dans un hôtel pris en étau dans une tempête de neige. Le troisième, ça se passait au milieu d'un lac avec une île nimbée de brouillard. Et là, on est clairement sur une fête foraine pas très accueillante. Et je suis très contente de replonger dans cette ambiance. Et j'ai compris pourquoi il était sorti de façon anticipée par rapport aux autres années, puisque je crois qu'à chaque fois on y avait droit quasiment au mois de novembre. Et là il est sorti, je sais plus, septembre, début octobre, je sais plus exactement, parce que c'est le tome qui se passe en été, et un été caniculaire, brûlant. Et pour autant on est projeté dans une ambiance suffisamment cauchemardesque pour ne pas me faire regretter mon choix de saison. Clairement pas. Ça se prête tout à fait à ces journées qui raccourcissent, donc excellent choix. Et tout omnubilée que j'étais par cette énorme tête de clown, j'étais passée à côté d'une silhouette un peu effrayante dans la foule avec des yeux bien jaunes. Franchement, je me régale et croyez-en mon expérience, les jeunes lecteurs seront pas les seuls à frissonner parce que j'avais été totalement embarquée dans l'atmosphère, surtout dans les 2 premiers volumes parce que je les avais lus le soir, toute seule et mine de rien, c'était assez efficace. Donc je trouve que Catherine Arden, elle maîtrise vraiment l'art de l'ambiance et de distiller les frayeurs qui saisissent nos personnages directement au lecteur. Donc c'est très cool et je vais poursuivre dans un instant. Et si vous pensiez que c'était tout, que nenni. Je suis aussi très contente de vous dire que j'ai terminé Steam Sailor, le premier tome, que j'écoutais donc sur Nextory depuis 2-3 jours. Et j'ai beaucoup aimé ce récit d'aventure qui met en scène des pirates de l'air avec une jeune femme qui est dotée de pouvoirs un petit peu particuliers dont elle ignore tout, puisqu'elle n'a aucune idée de ses origines. Et j'avais tout de suite été saisie par le rythme qui était très bien maîtrisé, avec ce côté aventureux sans temps mort qui était bien mené, le tout matiné, avec une grosse couche de molletonné, ce que je m'attendais pas franchement à trouver dans un récit de piraterie, parce que avant Les Aventuriers de la Mer, c'était clairement pas ma tasse de thé, mais là, je me suis totalement laissée embarquer par ce navire qui est très accueillant, par ces pirates qui forment une vraie famille quelque part, et on mange et on picole et on rigole et on joue ensemble tout en vivant des aventures qui resserrent très fort et très vite les liens entre les différents protagonistes, parce que quand on vit des épopées pareilles, bien entendu que ça soude. Donc tout était là, j'ai retrouvé un peu une ambiance fiancée de l'hiver par ce monde, cet univers morcelé avec des morceaux de terre fracturés, isolés aux 4 coins du globe, avec beaucoup de mystères. Et pendant ma lecture, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que ça ressemblait à ce que j'aurais voulu que la passeuse de mots soit. Parce que c'est de l'aventure, c'est des paysans, on explore plein de contrées diverses et variées, mais pour autant, c'est pas éparpillé et aussi invraisemblable que la passeuse de mots. Vous savez que j'ai détesté cette histoire. Et pourtant, j'espérais y trouver des choses que, à ma grande surprise, j'ai pu expérimenter dans Steam Sailor. Donc vous voyez un petit peu ce genre de fantasy qui est très accessible sans être creuse et qui nous fait nous attacher très fort et très vite à la dynamique entre les différents protagonistes. Si c'est quelque chose qui peut vous plaire, je pense que Steam Sailor pourra vous convaincre. Et bien entendu que je vais poursuivre avec le tome 2 dès que possible. Avec tout ça, je suis hyper contente parce que mon challenge 7 jours, 7 livres est pour l'instant un immense succès. Ça va au-delà de toutes mes espérances, donc je vais m'accorder une pause bien méritée histoire de faire un peu place nette dans ce coin abandonné derrière moi, et je vous retrouve très vite dès que j'ai du nouveau. Ciao ciao. Alors très vite, c'est totalement relatif puisque très rapidement en revanche est arrivé le moment du week-end, des instants en famille, et j'ai préféré être 100% avec ma fille, avec mon mari, avec mon chat, plutôt que de rester branchée sur ma caméra pour vous donner mes impressions de lecture à chaud. On a profité d'une arrière-saison qui était très clémente, magnifique, il faisait un temps splendide, les températures étaient douces, donc on s'est baladé en jardinerie. À la base, on était en mission trouver un sapin de Noël, mais c'était encore un poil tôt dans la saison, donc il n'était pas du tout dispo. À la place, on a quand même pu apercevoir les premières décorations, et ce village de Noël, Mia en avait des paillettes plein les yeux, le téléphérique plus vrai que nature, ça lui a beaucoup plu. Et puis le soir, c'était gentiment au coin du feu avec la soupe maison en train de cuire, les caresses au chat, se laisser happer par les flammes et la chaleur enveloppante et les effluves de la soupe qui était en train d'embaumer tout l'appartement. C'était un régal. Mia en sortant du bain avec son papa, on a profité pour se pelotonner au coin du feu. C'était très doux comme moment.
Et puis assez rapidement, le temps calme est arrivé, Mia était couchée et j'ai pu prendre un petit moment entre deux lectures puisque je venais de terminer Effroi à la fête foraine de Catherine Arden. Je ne reviendrai pas dessus parce que c'était un bon dernier tome mais pas extraordinaire et je me suis lancée plutôt dans un roman contemporain qui m'a tout de suite happée. Je n'y attendais absolument pas. J'ai eu du mal à le lâcher mais j'étais claquée, donc à un moment le sommeil appelle quand on est jeune parent. Il vaut mieux pas le laisser filer. Donc c'était le moment d'un repos bien mérité. Ça m'a fait beaucoup de bien. Est arrivé le lundi, j'ai dû passer chez le médecin pour faire quelques examens et le livre était toujours dans mes mains et je n'arrivais pas à le lâcher. En voiture, dès que j'avais un instant, une respiration, j'étais complètement happée et là vous allez voir l'émotion. J'avais besoin de prendre un petit peu de distance par rapport au texte parce que c'était très émouvant, mais on va en parler tout de suite. Hey, je vous récupère après ce qu'on peut appeler une faille spatio-temporelle. À partir du moment où mon mari est rentré vendredi midi, j'ai pas du tout eu le temps d'allumer ma caméra parce qu'il était malade, Mia était malade et puis le week-end c'est toujours moment en famille donc on fait mille et une choses et je vois pas du tout le temps passer et j'ai pas le temps d'allumer ma caméra. Mais maintenant que je suis toute seule, je dois absolument vous parler de mes 3 dernières lectures. Oui, vous avez bien entendu parce qu'il y a eu 2 excellentes découvertes et un coup de cœur. Donc je ne pouvais pas ne pas clôturer ce vlog sur cette excellente note, d'autant que j'ai complètement réussi mon challenge 7 jours 7 livres. Donc ça déjà c'est hyper cool, mais je vais vous parler tout de suite d'une découverte, redécouverte qui a été un excellent moment de lecture et il s'agit de la version bande dessinée de Nevermoor qui s'appelle Les défis de Morrigan Crow. C'est scénarisé et dessiné par L'Hermenier et Laboureau, c'est publié aux éditions Jungle et si vous ne connaissez pas Nevermoor, je pense que je vous en ai pourtant parlé en long, en large et en travers. C'est une série de romans jeunesse, fantasy, passionnante, hyper bien écrite qui à mon sens c'est un peu le nouvel Harry Potter parce que ça va être une série au long cours. Je crois que 9 tomes sont prévus. Pour l'instant il y en a que 3 qui sont disponibles et le temps d'attente entre chaque tome est assez long. Donc je pense que quand j'aurai le fin mot de cette histoire j'aurai au moins 45 ans, mais c'est pas grave. Je le lirai jusqu'au bout avec grand plaisir. Et dans cette histoire on suit donc Morrigan Crow qui est une petite fille déclarée comme maudite puisqu'elle est née le jour du merveillon et elle le sait depuis sa naissance, elle est vouée à mourir le jour de ses 12 ans. Sauf que le jour fatidique elle va être sauvée par un étrange bonhomme à la barbe rousse qui va l'embarquer à Nevermoor, une cité magique foisonnante dont elle ignorait l'existence et qui va l'enchanter de part en part. Sauf que pour espérer s'y établir et faire sa vie là-bas, elle doit intégrer l'Institut Wondrous qui est un peu une école de magie, une académie de sorcellerie et pour ce faire elle va devoir réussir un certain nombre d'épreuves. Les romans je les ai adorés, un petit peu moins le premier étonnamment parce que je l'avais trouvé très intéressant mais il avait pas su m'apporter ce je ne sais quoi qui lui avait coûté le coup de cœur. Par contre les tomes 2 et 3 ont été des révélations. Ça gagne en intensité, en complexité, en densité, c'est mature, ça devient de plus en plus sombre et poisseux. Bref, j'adore cette série et j'avoue que quand je l'ai vue dans le catalogue des éditions Jungle, je me suis dit je veux absolument découvrir cette version en bande dessinée. Sauf que quand je l'ai reçue et que j'ai vu qu'elle était très courte, je me suis dit c'est impossible de réussir une adaptation fidèle et plutôt complète des romans qui sont épais en si peu de pages. Et je suis ravie de vous annoncer que je me suis plantée en beauté parce que j'espérais apprécier, mais j'ai adoré ma lecture parce que je trouve que c'est un excellent condensé. Rien d'essentiel n'est laissé de côté, on a tout à fait l'ambiance, on a les règles générales, on a l'idée, on a les personnages principaux et les planches m'ont énormément surprise parce que je retrouvais des endroits pratiquement tels que je les avais imaginés. C'est le cas par exemple de la cour qui entoure la société Wondrous, mais aussi l'intérieur de l'hôtel du Deucalion. J'ai trouvé ça hyper fidèle, hyper malin, très complet et une excellente introduction à l'univers. Donc si jamais vous vous tâtez sur les romans, vous demandez si c'est vraiment fait pour vous, n'hésitez pas à vous procurer la BD parce que c'était un super moment, un très beau travail d'adaptation. Chapeau bas au scénariste, mention spéciale aussi pour les dessins qui m'ont totalement embarqué, même si le seul petit mini bémol que je pourrais soumettre, c'est que je trouve que Morrigan fait plus que son âge puisqu'elle a 11 ans dans ce premier volume et on lui en donnerait facilement 15. C'est qu'un petit détail microscopique
si on cherchait à chipoter, mais c'est une super surprise et pourquoi pas une excellente idée de cadeau à glisser sous le sapin. Donc après avoir dévoré cette bande dessinée au petit déjeuner vendredi, je me suis empressée de poursuivre mes aventures et ma découverte de l'univers des Steam Sailors avec le tome 2 qui s'appelle Les Alchimistes. Et j'ai encore plus aimé ce deuxième volume que le premier. Vous avez déjà eu le résumé du premier opus et l'idée générale de la série dans les clips précédents et je veux pas rentrer dans le détail puisque c'est une suite directe, mais je l'ai trouvée encore plus intéressante dans la mesure où, sans trop en dire, l'équipage va être éclaté, morcelé à différents endroits pour accomplir différentes missions, ce qui permet d'avoir des arcs narratifs très différents, avec des ambiances radicalement opposées et nouvelles, avec des enjeux qui leur sont propres. Quelque part, vous avez des courses de modules qui m'ont rappelé La Menace Fantôme et Star Wars et Anakin sur Tatooine en train de bidouiller son module et c'était hyper haletant. Et de l'autre, vous avez une prison avec toute une réflexion autour de l'extraction de matières chimiques qui sont nécessaires à la production d'énergie pour les vaisseaux. Et pour moi, ça m'a rappelé les mines de charbon, ça m'a rappelé le nucléaire, ça m'a rappelé beaucoup d'ambiance carcérale en huis clos. Vous avez des courses-poursuites ou des batailles, des explorations, c'est remarquable. Franchement, je l'ai trouvé très riche, je me suis régalée et je ne peux que vous conseiller cette trilogie. C'est vraiment un petit bijou. D'ailleurs, je voulais pas préciser, mais pendant mon écoute du premier tome, mon enthousiasme était tellement présent et tellement élevé que je me suis empressée de commander sur Vinted le premier tome. Je l'ai eu pour 5 €, donc vous pensez bien que j'allais pas me priver. D'autant qu'il y a pas mal d'exemplaires qui sont disponibles puisque la version collector qui regroupe les 3 volumes est disponible ou va être disponible chez Gulfstream dans une édition reliée avec des dorures, du fer à chaud, une édition très belle. Mais moi je les trouve très jolies en format broché classique, les illustrations sont très chouettes, donc je me suis procuré le premier tome et maintenant vous pouvez être sûr que je vais commander avec ma cagnotte Gibert les tomes 2 et 3 une fois qu'ils seront lus. D'ailleurs j'ai d'autres petites réceptions qui sont arrivées pendant le week-end qu'il faut absolument que je vous montre parce que je suis convaincue que ça va vous plaire, que vous allez avoir des paillettes dans les yeux. Et vu que Noël est gentiment en train de se profiler à l'horizon, ça peut peut-être vous donner quelques idées, mais d'abord, prenons le temps de parler de mon dernier coup de cœur. Et ce coup de cœur, je n'ai pas pu le lâcher, j'ai pris des notes sur mon téléphone, j'ai corné un nombre incalculable de pages, je l'ai bouffé dans la salle d'attente de mon médecin et c'était tout à fait approprié puisque je vais vous parler de Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu, publié aux éditions de l'Iconoclaste. Est-ce que vous voyez toutes les pages que j'ai cornées? C'est indécent. Ce livre, je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul puisque je l'ai reçu de la part de la maison d'édition directement. Quand je l'ai vu dans leur catalogue, je me suis dit, j'ai jamais lu Baptiste Beaulieu qui a pourtant très bonne presse, c'est une personne qui est très active sur les réseaux sociaux. C'est un médecin hyper engagé, très féministe, qui lutte pour plein de causes qui me tiennent à cœur, qui a une plume assez vive et acérée. Et j'ai eu envie de le découvrir dans cette histoire qui met en scène un médecin qui s'appelle Jean, qui a 36 ans, qui a son propre cabinet de consultation et qui n'arrive plus à pleurer, qui est un petit peu au bout du rouleau. Et on va suivre ses réflexions, ses pensées dans son quotidien de médecin. Et ce livre est tellement personnel, et tellement intime, et tellement sans phare, sans filtre, sans artifice, il est tellement criant de vérité que j'ai entendu, j'ai visualisé Baptiste Beaulieu. Pour moi, Jean n'est qu'un prétexte, n'est qu'un fétu de paille, une espèce d'écran de fumée derrière lequel l'auteur se serait un peu caché. Et j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai corné plein de pages, j'ai pris des notes, j'ai beaucoup réfléchi et ce qui m'a particulièrement plu, c'est que c'est un livre qui pose des questions, qui offre des pistes de réflexion, qui est vraiment tellement intime qu'il se permet de poser là des questions, des doutes, des peines, des remarques, des suggestions de l'auteur sans nous proposer nécessairement une réponse. Parce qu'on ne les a pas dans la vie de tous les jours, on peut être confronté à des choses qui nous dépassent, qui n'appellent aucun mot, que ce soit dans le positif ou le négatif. Et c'est ce qui a fait que ce roman s'est infiltré par tous les pores de ma peau, qu'il est devenu mon sang, mon oxygène, une partie de ma chair, de mes muscles, de mes articulations, de mes tendons, et que j'avais l'impression que si on passait mon corps au rayon X, qu'on allait voir des citations et des réflexions du livre qui seraient accrochées à tous mes tissus parce que j'ai vécu ce livre. Il y a
Il y a des scènes qui sont déchirantes, qui sont révoltantes parce que Baptiste Beaulieu nous parle de la mort, nous parle du deuil, nous parle de l'accompagnement, du rapport entre patients et soignants, du monde hospitalier mais aussi du quotidien de tous les jours, des ras-le-bol, de comment est-ce qu'on se gère, comment est-ce qu'on arrive à accompagner les gens alors qu'on a juste parfois envie de les repousser, d'être tranquille et qu'on assiste à autant d'injustices, que ce soit en termes d'intégration difficile, de violence domestique. On va aborder mais tellement de sujets vitaux, capitaux et contemporains dans ce récit. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez enrager en même temps que l'auteur. C'était un tour de force et j'ai même pas envie de vous offrir des citations ni de vous donner d'exemples concrets parce que j'ai envie que vous les découvriez avec votre sensibilité, avec le timing décidé et construit par l'auteur lui-même. J'ai trouvé ça d'une justesse, c'était brillant, c'était émouvant et peut-être qu'on ne sait pas où vont les larmes quand elles sèchent parce qu'elles ruisselaient sans vergogne sur mes joues et que je ne regrette rien. Il faut lire, il faut offrir, il faut découvrir ce roman et vous pouvez être sûr que c'était ma découverte de Baptiste Beaulieu mais que je vais m'empresser de bouffer toute sa bibliographie. Je le suis bien sûr déjà sur Instagram et ça restera l'une de mes rencontres littéraires et humaines les plus marquantes de cette année. Comme toujours quand je vous parle de mes coups de cœur, de ces livres qui comptent, qui nous transforment, qui se sédimentent, qui se déposent en nous de façon permanente, j'ai toujours l'impression de ne pas avoir les mots, les outils pour lui rendre justice, pour ériger un trône à sa hauteur, mais j'espère quand même que vous aurez ressenti un petit peu de mon enthousiasme et de mon émotion et de cette urgence presque à vous inviter, à vous inciter à le découvrir parce qu'il le mérite très fort. Avec tout ça, on peut affirmer haut et fort que cette semaine de challenge 7 jours, 7 livres est un franc succès, que ce soit en termes de quantité de lecture mais aussi de qualité. Je ne regrette rien. Je trouve que mes choix se sont bien répondus, qu'ils ont été inspirés, que ça a été riche, que ça a été varié. Ça m'a fait voyager, ça m'a fait ressentir beaucoup de choses. Ça m'a aussi élevé, fait grandir en tant qu'être humain, en tant qu'âme, en tant que personne et ça c'est hyper précieux. Et histoire de terminer sur une note peut-être plus légère, un peu moins métaphysique, je vais terminer avec les réceptions dont je vous parlais tout à l'heure et accrochez-vous, il y a du lourd. La première petite chose, c'est le pins Edmund le renard qui a été créé, imaginé par Guy Moz et qui était disponible sur sa boutique ARCTR puisque c'est l'un des 2 pins qu'elle a imaginé et créé pour cette édition du Pumpkin Autumn Challenge. Je l'aime beaucoup, il va venir rejoindre ma collection qui est déjà bien complète et bien replète de pins. Je pouvais pas le laisser passer parce que ce petit renard avec ses lunettes, je me dis que ça représente beaucoup de lecteurs et de lectrices et que je serais très contente de l'arborer fièrement sur mes salopettes, sur un tote bag et je pense que ça peut être un très joli cadeau à offrir à une lectrice ou un lecteur que vous auriez envie de gâter dans votre entourage. Et puisqu'on est dans le domaine de l'automne et des renards et des animaux mignons, j'ai également reçu le puzzle Mémoire de la forêt illustré par Sanoé. Ce qui tombe plutôt très bien puisque j'ai dévoré le tome 2 pendant ce vlog et je l'ai reçu de la part de Mickaël puisqu'on a un projet de vidéo qui vient tout juste de se décider autour de la série. J'ai très hâte de mettre ça en œuvre et que vous puissiez le voir sur la chaîne. Ça va être, je pense, un très beau moment et il me tarde de prendre le temps de reconstituer ce village de Belle-Écorce et de découvrir tous les détails et les petits clins d'œil imaginés par Sanoé. Ça va être un pur régal. Et dernière réception et non des moindres, et je vous attendais pour l'ouvrir donc vous n'imaginez pas à quel point je suis impatiente puisqu'il s'agit de la nouvelle collection d'automne imaginée, créée, entièrement réalisée par Soraya de la boutique Magic Finchate dont je suis le travail assidûment depuis des années. Je lui ai commandé bon nombre de marque-pages et là elle a eu la très gentille et délicate attention de m'envoyer l'intégralité de sa collection parce qu'elle est principalement axée et inspirée par l'univers de Anne de Green Gables. Donc mes romans préférés dans une collection illustrée par Soraya. J'ai trop hâte d'ouvrir tout ça. Déjà admirons le soin apporté à ces petits paquets. Il y a des stickers, il y a des cordons, il y a des petites étiquettes. Tout est réalisé à la main, c'est du découpage papier. Je trouve qu'elle a un talent incroyable. Et on va ouvrir ça tout de suite parce que je n'en puis plus d'attendre. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du monde. Regardez-moi toutes ces illustrations, tout ce que ça contient. Ah bah alors là, ça crie l'automne, ça crie... Oh mon dieu. Alors, on a un premier marque-page Dear Anne avec le pompon magnifique, absolument magnifique.
Celui-ci est juste incroyable puisqu'on a Anne dans un fauteuil, sous un plaid, en train de lire avec un paysage d'automne et de fleurs derrière. C'est la douceur et le douillet incarnés dans une seule et même illustration. Vous avez un marque-page pâtisserie d'automne quand vous voyez le sens du détail, chaque couche de papier qui est découpée à la main, qui est assemblée. Je trouve que c'est un travail remarquable. C'est trop chou, ça donne trop faim en plus. Miam miam miam. Des pumpkin pie, de la crème, de la vieille vaisselle, c'est adorable. Et à chaque fois qu'on pense qu'elle ne peut pas faire mieux, elle se surpasse. Je crois que celui-ci est l'un de mes préférés puisque c'est un marque-page où vous voyez Anne en train de lire et vous avez carrément une enveloppe avec une correspondance à l'intérieur. Soraya, tu es une vraie artiste, c'est juste dingue. Je sais pas combien de temps ça lui prend de réaliser tout ça, mais c'est assez fou. Oh mon dieu. Et ça, c'est un marque-page avec des petits fantômes dans un paysage automnal. C'est adorable, mon dieu, ils sont en train de lire, de faire un pique-nique. Il y en a un qui est en train de chasser les nuages avec son petit filet. Oh, les couleurs, tout est... Oh, c'est génial. Le tout dans un marque-page qui n'est pas sans rappeler un cadre de tableau. J'adore, j'adore. Oh, je fonds. Je fonds, je ne sais même pas laquelle est... Ok, vous avez Anne en train de rêvasser durant un pique-nique à l'extérieur. Oh mon dieu, j'adore. Autre illustration de Anne avec plusieurs items qui rappellent l'automne et Avonlea, trop trop beau. Un genre de coffee shop, bibliothèque, cosy et automnal. Oh mon dieu, j'ai envie de me perdre là-dedans, j'ai juste envie de m'asseoir sur un des fauteuils et de siroter un chocolat chaud qui est dans une théière là derrière, j'adore. Là vous avez Green Gables, je pense, dans une illustration toute douce. Et là on attaque plutôt la partie Noël avec un feu de cheminée ronflant, un sapin décoré, des cadeaux. Oh là là, j'adore, je sais que je radote, mais son illustration avec toutes ces tasses et ces mugs de Noël, je crois que ça c'est de sa collection d'hiver de l'an dernier, je l'avais pas eu, elle est magnifique. Et pareil, le moment emballage de cadeaux avec les rubans, les ciseaux, les étiquettes, c'est trop chou, je suis fan. Et en plus, là je crois que c'est une bonne nouvelle pour vous puisque elle m'a également glissé 2 marque-pages de sa collection d'hiver de l'année dernière, mais que j'ai déjà. Donc je pense que je vais lui envoyer un petit message et voir si elle m'autorise à vous les faire gagner en concours sur Instagram. Je pense que ça pourrait être très chouette. Ça fera des heureux et des heureuses, mais je sais pas si vous le voyez. Celui-ci... Et juste là derrière moi dans mon pot à marque-page, je les adore, merci beaucoup Soraya, mais c'est pas fini en plus, puisque j'ai également reçu cette grande enveloppe qui contient un grand format de son illustration qui s'appelle Autumn Mood Potion et qui est une jarre, un contenant en verre, un pot en verre transparent qui contient tout ce qui fait le charme et le sel de cette saison qu'on aime tant, avec des boissons chaudes, de la vaisselle vintage, des citrouilles, des feuilles d'automne, des livres, des pâtisseries, des chaussettes bien chaudes, une pile de plaid, des bougies parfumées. Je suis totalement fan, donc si jamais certains articles vous ont tapé dans l'œil, je vous mettrai bien sûr les liens vers sa boutique Etsy et vers son Instagram si vous voulez guetter ses prochaines collections. Toutes les références du pins, du puzzle, de la papeterie seront en barre d'infos, donc pas d'inquiétude, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. J'espère vraiment que cet unboxing vous aura autant plu qu'à moi et je trouve que c'est une très belle façon de conclure ce vlog, donc merci infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère une fois de plus qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis de vous évader, de passer un bon moment parce que moi j'ai un peu du mal en ce moment au niveau moral, c'est pas trop ça et j'ai cru comprendre que c'était le cas pour beaucoup d'entre vous, donc prenez grand soin de vous, entourez-vous de personnes qui vous font du bien, n'hésitez pas à prendre le temps de faire des activités qui ne rapportent pas d'argent, qui ne rapportent pas de notoriété, qui juste vous feront du bien, vous feront plaisir, vous permettront de profiter de ces instants et qui vous permettront de déconnecter. Ne culpabilisez pas, ne vous mettez pas la pression. Prenez le temps et ne vous tracassez pas pour les cadeaux de Noël, pour les fêtes de fin d'année. Prenez les choses une à la fois comme elles viennent. Moi je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à venir papoter avec moi dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas s'il vous plaît à la liker, à la partager et à laisser un commentaire. Je sais que j'aime pas trop vous le dire, vous le répétez, mais c'est très important pour mon travail, pour faire vivre la chaîne, mais aussi pour mon petit moral fragile parce que j'ai du mal à me motiver et à trouver du sens dans ce que je fais. Donc si jamais vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me le dire. Je déteste parce que j'ai l'impression de partir à la pêche aux compliments, mais c'est plutôt que j'ai besoin de motivation et de soutien. Donc merci à vous d'être présents et présentes. Et en attendant de vous lire, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!